Je vais passer la parole à Mathilde pour la digitalisation de la distribution va à fond. À vous, merci. Merci Vincent. En quoi la digitalisation de la distribution de fonds est un changement de paradigme pour l'asset management? Donc au-delà des gains d'efficience évidents qu'on peut en attendre, qu'est-ce qu'on doit en attendre au regard de la qualité de service rendue par l'industrie de l'AM dans son ensemble? Et c'est ça qu'on va essayer d'adresser aujourd'hui. Et donc dans une première partie, on va essayer de revenir quand même sur le contexte. Et donc dans quel contexte assistons-nous à l'explosion de la digitalisation dans l'industrie de l'asset management et quelles sont les tendances de fonds sans S à l'œuvre? Donc Yves, de ton côté, en tant qu'observateur de l'industrie quand même depuis un certain temps, en tant qu'accessoirement opérateur de distribution de fonds à l'international via notamment le passeporting de fonds, qu'est-ce qui selon toi vient modifier justement ce paradigme et quelles sont les tendances derrière ça? Parce que très souvent il y a les tendances de fonds avant un phénomène et donc c'est celle-là qu'on va essayer de décrypter avec toi. Il me semble 4 points. Comme ça, il est allumé, voilà. Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Au fait, le problème de le point de la digitalisation est assez vaste, donc je vais plutôt me concentrer ici sur la partie, dans un premier temps en tout cas, sur la partie protection de l'investisseur et investisseur. J'imagine que ceux qui connaissent un petit peu ont entendu parler de ce qu'on appelle la RIS, donc la Retail Investment Strategy. Qui est un des derniers textes qui a été proposé au niveau européen, ne criez pas tout de suite, et qui est destiné à rendre notre industrie plus, non pas rentable, mais plus efficiente, et qui est également destiné à protéger l'investisseur de détail, donc Madame Michaud. Et là-dedans, on voit toute une série de choses, et notamment on voit un risque qui tourne autour des rétrocessions et un risque que l'intermédiaire commercial ne puisse plus percevoir une rétrocession. Ça fait partie de MIF, c'est un des éléments qui fait partie de MIF. Il se fait que, effectivement, dans nos clients, on a un client néerlandais, on a même plusieurs clients, mais un client néerlandais qui a ce cas-là. Et aux Pays-Bas, cette réglementation a été appliquée à 100%. Donc aux Pays-Bas, vous ne pouvez plus percevoir une rétrocession quand vous vendez des fonds. C'est l'investisseur qui doit vous payer, mais ce n'est plus la société de gestion. Donc c'est le modèle qui est tout à fait inverse de ce qu'on connaît ici en France. Et d'un point de vue retail, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il y a une espèce de ligne rouge qui est basée sur le montant de l'investissement, donc qui se trouve en fonction entre 50 et 100 000 euros, je dirais. Au-dessus de laquelle l'investisseur accepte de payer le conseiller et en dessous de laquelle les investisseurs ne payent plus le conseiller. Et qu'est-ce qu'on remarque, pour revenir sur la digitalisation, qu'est-ce qu'on remarque? C'est tout cette business, tout ce segment-là, il ne fonctionne plus qu'à base de plateforme. Et ça, c'est ce que j'appelle un changement de paradigme, parce qu'une société de gestion n'a jamais eu l'habitude de vendre son fonds, et en tout cas de promouvoir son fonds sur ce type de segment. C'est ce que j'appelle la promotion Coca-Cola. Donc pourquoi est-ce que quelqu'un qui va se connecter sur une plateforme Bourso, pour prendre une que tout le monde connaît, pourquoi est-ce qu'on va choisir un fonds plutôt qu'un autre? Alors vous allez me dire, il y a la performance. Oui, mais il n'y a pas que la performance. Eh bien, ça veut dire qu'on va devoir travailler sur des marques, on va devoir travailler sur de la promotion, on va devoir mettre en avant sa gamme, mais également sa marque et toute une série d'autres critères. Et ça, c'est quelque chose que les sociétés de gestion n'ont pas l'habitude de faire. Je ne vais pas dire ne savent pas faire, je ne me permettrai pas ça, mais en tout cas, n'ont pas l'habitude de faire. À côté de ça, il y a un autre élément qui est important, dont on parle depuis longtemps, mais il commence à se marquer réellement, c'est le phénomène lié à la pyramide des âges. Il y a 10 ans, quand on parlait de pyramide des âges, les gens qui avaient 20 ans, 25 ans chipotaient un petit peu sur leur téléphone. Chez moi, j'ai un jeune qui en a un peu plus que 20, je ne sais pas où il est, mais il va se reconnaître, il est là. Quand il trade, au fait, il va sur une plateforme et il achète un ETF. Sur une plateforme, ça se fait en 2 minutes. Pour ceux qui sont un petit peu habitués au business des fonds, quand j'achète un fonds, 2 jours après, si ça se passe bien, j'ai la trace de mon fonds et j'ai toute l'opération qui est settlée, qui est terminée. Là, ça se fait en 2 secondes ou en 1 seconde. Donc, on est sur des choses qui sont différentes. Or, ces gens-là qui avaient 20 ans, 25 ans, il y a 10 ans, ils en ont 35, 40 aujourd'hui.
des personnes plus âgées comme moi, ben on va bientôt disparaître du paysage, mais toute cette jeune génération qui n'est plus si jeune que ça arrive avec une demande de digitalisation. Ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte aussi. Un autre élément, je vais plus le faire trop long, mais un autre élément, et je rebondis sur mon jeune qui achète ses ETF sur son téléphone. C'est toute la discussion qu'il y a autour de la gestion active, autour de la gestion passive, autour de la capsule ETF. Bon, sachant qu'on fait des ETF actifs aujourd'hui, mais c'est toute cette discussion-là également où on voit quand même que le fonds classique est moins performant qu'un fonds ETF parce que le fonds ETF va suivre le benchmark. Et donc souvent, si je fais une moyenne générale, la gestion active, manuelle ou en tout cas habituelle, est moins performante que la gestion passive. Par contre, quand on parle de gestion passive et quand on parle de risque systémique, j'ai un petit problème de conception. Ça, c'est autre chose. Mais c'est un élément dont il faut tenir compte aussi. Et puis, le dernier élément que j'aimerais citer à ce niveau-ci, encore une fois, vous avez compris que je suis dans un périmètre de défense de l'investisseur, principalement de l'investisseur de détail, c'est qu'on retrouve aujourd'hui des produits complexes qui sont mis à la disposition des investisseurs de détail. On retrouve aujourd'hui de l'immobilier, on retrouve aujourd'hui du private equity. Vous les retrouvez dans les portefeuilles, vous les retrouvez dans les portefeuilles d'assurance vie. Et tout ça, on a d'une part des réglementations qui sont là pour protéger, voire surprotéger l'investisseur de détail qui n'est pas censé être spécialisé, mais à côté de ça, on vend des produits qui sont extrêmement spécialisés, extrêmement complexes et risqués. Voilà, donc ça c'est un constat que je me pose et à laquelle j'ai pas de réponse à l'heure actuelle. Par contre, le constat est bien là. Et je crois qu'on est assez d'accord sur le constat. Donc, changement d'usage et une forme d'orthogonalité entre la réglementation et la diversification des classes d'actifs, du coup, avec ton regard plus distancié. Donc, alors, de ton côté, Véronique, avec Allfunds, finalement, on se retrouve dans un positionnement de marché qui est à la fois très couvrant et relativement complexe. Entre le producteur et le distributeur, on traite aussi de sujets middle back en lien avec les dépositaires, les teneurs de compte. Donc, finalement, un positionnement très holistique quelque part sur cette chaîne de valeur. Et donc, de ton côté, quand on préparait la table ronde, tu disais finalement, alors tu partageais les constats que vient de poser Yves d'une part, et par ailleurs, tu en posais un qui va être une pierre dans le jardin des asset managers assis peut-être dans cette salle. C'était le sujet de l'efficience du modèle de l'asset management. Et donc, je vais te laisser du coup décliner cette problématique parce que c'était vraiment finalement le fil rouge, je dirais, ou la structure de la manière dont vous avez même pensé et repensé l'activité chez Allfunds. Oui, tout à fait. Alors, et a fortiori, personnellement, moi, je suis une asset manager convaincue, des années à la direction d'un asset manager entrepreneurial, 14 ans chez Amundi, donc j'ai vu tout le spectre. Et ce qu'on peut constater, c'est que dans le contexte de pression qu'a décrit parfaitement Yves, ce contexte réglementaire, c'est quoi? C'est une pression réglementaire, mais à la fin, ça devient une pression de coût, une pression de prix. D'accord? Et dans ce contexte-là, les distributeurs, eux, ont déjà pris la tendance, se sont organisés, se sont consolidés et ont commencé, même si ce n'est pas du tout terminé, mais on voit clairement, nous, comme on est au milieu chez Allfunds, on fait vraiment, on a le positionnement, on est la relation entre les fonds, les asset managers et tous les distributeurs, les assureurs, les banques privées, les CGP, les family office. On voit, ils ont déjà enclenché la tendance sur la digitalisation. En tous les cas, ils s'organisent. Côté asset manager, c'est très différent parce que particulièrement en France, et là on va parler donc du cas français plus que européen, c'est un marché qui est très fragmenté. Parce que vous connaissez tous les tier 1, la quinzaine de tier 2, et après, il y a des gens de l'AFG dans la salle, donc ils savent, c'est toute une série d'entrepreneurs, d'accord? Et les entrepreneurs, ça va, on est de 400 000 euros, enfin 800, et puis après, on va monter jusqu'aux 25 milliards. Et là, pour s'organiser, c'est plus difficile. La consolidation, elle est juste
elles commencent, mais comme c'est entrepreneurial, ils n'ont pas vraiment commencé leur politique de build-up et de concentration comme les distributeurs. Et du coup, c'est très difficile pour eux de s'organiser sur la digitalisation parce que c'est une question d'avoir les moyens, d'avoir les expertises, d'avoir les connaissances, d'avoir une vision un petit peu high level à un moment et puis de se lancer. D'accord ? Et puis, c'est une question de coût, parce que la vie de l'asset manager aujourd'hui, quand même entrepreneuriale, c'est pas simple de jouer des coudes pour pouvoir distribuer ses fonds, pour pouvoir les vendre, pour pouvoir les lancer. On est dans un écosystème en France, c'est pas facile. Donc en fait, moi je pense qu'il faut une vision holistique de la chaîne, savoir faire des propositions très concrètes, très en amont de la chaîne et très en aval. Pourquoi ? Parce que quand on ne cible qu'un segment, en fait, on est confronté, quoi qu'il arrive, à un goulot d'étranglement. Et ce goulot d'étranglement, il tue le ROI qu'on a pu apporter par une solution technologique ou data dans un segment précis. Donc, moi, je suis très pour la vision holistique de la chaîne, et c'est la raison pour laquelle il faut, je pense, proposer aux asset managers des solutions concrètes. C'est-à-dire, c'est pas une vision de l'esprit et parler de « alors, la digitalisation, c'est quoi ?» Non, il faut partir sur des cas d'usage et leur montrer des solutions qui leur permettent d'outsourcer des choses, qui leur permettent de digitaliser. Moi, je vais prendre un exemple très concret. Nous, on propose, et on a plein de clients asset managers qui prennent un outil, c'est très simple, c'est basé aujourd'hui, on fait des trucs dingues avec de la tech et de la data, qui permet très en amont, donc avant de commencer les distributions, de cibler les marchés, de savoir dans quelle région ils veulent distribuer leurs fonds en cross-border. Ça a l'air tout bête, mais pour avoir, moi, vendu des fonds, les avoir distribués à l'étranger, de savoir cibler par région, avoir la data, avoir un outil en SaaS, donc c'est hyper simple à utiliser, qui vous dit exactement en fonction de votre fonds quels sont les distributeurs wholesale qui ont une appétence précisément pour votre profil de fonds et savoir pourquoi ils les prennent. Et donc, pouvoir cibler ensuite votre action commerciale, qu'est-ce que ça fait en fait ? C'est un gain de temps. D'accord ? Ça soutient les actions commerciales et en fait, c'est quoi ? C'est un accélérateur business. Parce que tout ça, c'est pourquoi ? C'est pour faire du business. D'accord ? Faut pas chercher très, très loin. Et donc, on a besoin d'outils très précis qui accélèrent dans ce cas-là le hit ratio pour dire mais non, je ne vais pas perdre mon temps pour mon fonds profil equity thématique bidule d'aller le vendre à un wholesale en fait qui finalement je réalise qu'il n'en avait absolument rien à faire, il n'a pas cette appétence. La data, le data mining, la data science, l'IA, ça sert à ça, à cibler. Et quand on cible, ça fait faire des économies, c'est un accélérateur de hit ratio et de time to market. Voilà. On le fait aussi, par exemple, les asset managers, on les équipe avec du reporting web et avec de la data qui leur coûte moins cher. Parce qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est aussi un sujet de cost to income et de pouvoir qu'ils utilisent leur argent. Alors, j'utilise des mots très simples, mais pour les réallouer plutôt à leur force commerciale et marketing parce que c'est un métier qui est très dur. D'accord, qui est très, très dur. Et il y a des choses aussi tout bêtes qu'il faut mieux organiser. Et là, je ne vais pas partir dans des choses, ce n'est pas du machine learning et des trucs que moi, personnellement, j'adore. Mais quand vous êtes asset manager, que vous voulez distribuer vos fonds et commercialiser, avec les distributeurs, je l'ai fait avant. C'est quoi ? Vous faites des séries, vous signez des contrats de distribution dans tous les sens, vous faites des conventions de référencement. Vous savez qui fait ça chez l'asset manager, mais chez un entrepreneur, ce sont les ops. C'est le dirigeant, il n'a pas un service juridique de 15 personnes pour le faire. C'est très chronophage, on met des mois. Nous, par exemple, on a proposé des solutions. En fait, on l'avait innové à l'époque et maintenant, c'est plus un usage que tout le monde partage. Mais un contrat umbrella et nous faisons le lien entre les distributeurs et les asset managers global et on leur gère partout dans le monde toute leur rétrocession et le référencement de leurs fonds et de pousser à la distribution. Donc voilà, il faut être dans des offres, ce que je veux dire, très concrètes, très en amont, pour que ensuite toute la chaîne soit efficiente. Et il y a beaucoup encore de parties de la chaîne qu'il faut traiter. Voilà. Je confirme. Plus la tuyauterie est au service de l'accélération du business, plus ils achètent, plus c'est juste une question de non-rupture de process pour du coup, moins ils se lancent. Donc ça, on a exactement la même stratégie dans le conseil, on pourrait peut-être parler, mais c'est exactement ça.
Alors justement, de votre côté, là, chez Maken, vous êtes aussi situé en amont et vous accélérez aussi finalement le go-to-market des CGP que vous équipez en intégrant leur stratégie d'allocation, en étant capable de l'analyser, de la reporter, 3 de la qualifier. Donc du coup, même chose, vous êtes finalement aussi au service du business, au service également, au-delà de ça, du client final, même s'il est intermédiaire dans le cas d'espèce, parce que plus le CGP fait de meilleures allocations, mieux, in fine, le client s'en trouve servi, enfin en principe, si on ne raisonne pas simplement sur le taux de rétro récupéré. Et donc du coup, même chose, comment la technologie est finalement venue au service de votre proposition de valeur et qu'est-ce qui fait que vous êtes différenciant par rapport à d'autres? Merci beaucoup. Bonjour déjà à toutes et à tous. Alors Véronique, la dernière fois tu m'avais dit que j'avais fait une belle transition, maintenant c'est toi qui fais la mienne. C'est la magie du fil rouge, quoi. Non, ça c'est moi. Alors moi je dirais 2 choses. La première, c'est que je retiens juste la conférence d'avant, il y a une personne, Émeric de chez ISR Select, qui disait 15% seulement des investisseurs se sont vus proposer des fonds ESG. Ça, c'est la première chose et je vais rebondir dessus juste après. Et la deuxième chose, je rebondis sur ce qu'avait dit Véronique, cette approche holistique un petit peu pour créer ce continuum, un peu venir en amont, dans la continuité, mais aussi en aval. Moi, j'appelle ça, pas de la digitalisation, mais en fait, j'appelle ça le business de la confiance. En réalité, ce qu'on souhaite faire, c'est quelque part, tous les acteurs de la technologie veulent un peu convaincre tout le monde de l'apport que ça va leur amener. Et on va du coup user de choses, de process, de mécanismes, de technologies pour venir établir ou rétablir cette confiance. Rétablir dans la confiance dans le marché, dans la confiance entre le client final et son CGP, entre le CGP et le fabricant de produits. Voilà, on va créer cette chaîne-là. Et moi, j'appelle ça, donc, en effet, le business de la confiance. Et cette confiance peut en effet avoir un état qui est plutôt juridique réglementaire, donc établir les contrats qu'il faut pour assurer tout le monde, mais elle peut aussi on peut avoir ce qu'on appelle la confiance technique. C'est quoi cette confiance technique? C'est avoir des bonnes data, bien les utiliser, avoir des bons modèles, user des technologies modernes comme ce qu'on voit aujourd'hui avec les smart contracts ou la tokenisation qui permettent en fait d'obtenir certains principes intrinsèques comme la transparence, la rapidité, la célérité, le DVP, le Delivery versus Payment, ce genre de choses, ou le PVP, Payment versus Payment, et plein de choses. Donc, nous, Making, comment on va agir là-dedans, c'est qu'en effet, nous, on est spécialisé sur une partie en fournissant un système à destination donc, des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine. Donc, c'est un business B2B. Et l'idée, c'est quoi? C'est de rétablir la confiance entre ce distributeur, parce que, comme l'a dit Véronique très justement, c'est une question de business, il faut faire du business. Et comment on va faire le business? C'est en allant convaincre. Et nous, pour notre côté ou notre part, on essaie de convaincre ces fameux CGP qui, eux, de leur côté, vont aller convaincre les clients finaux. Comment? On va mettre en place des outils de data pour comparer les fonds entre eux, pour éventuellement créer des allocations, pour voir la conformité du client, suivre le client, intégrer des outils d'IA pour analyser un petit peu le client versus le marché, le client versus son allocation, le client plein de choses. Et puis après, on va offrir aussi des outils des tunnels de souscription digitaux. Parce que c'est aussi un peu le nerf de la guerre aujourd'hui. On voit beaucoup voir des plateformes un peu à gauche à droite qui travaillent beaucoup cet aspect de conformité et de suivi du client, mais nous, on s'est toujours posé la question, mais qu'en est-il du produit au final? Parce qu'il faut faire du business. Et si le produit n'est pas accessible à la fin, ou s'il est complexe d'accès, en fait, il n'y aura pas de business qui est fait. Et là, je rebondis du coup sur ce que j'avais dit tout à l'heure, sur les 15% se sont vus offrir, les clients finaux se sont vus offrir des produits ESG. Alors, la question, on peut se poser pourquoi? Parce qu'en fait, soit il n'y a pas assez de confiance, parce qu'on n'a pas assez de données pour leur mettre ça à disposition, ou ce que j'ai entendu, c'est qu'en fait, il y a assez de données. Et bien, du coup, pourquoi la donnée n'arrive pas? Parce qu'en fait, ils n'ont pas d'outils. Et là, j'arrive à un constat que je remarque depuis quelques années. En fait, ce métier, il est extrêmement morcelé. Extrêmement morcelé. Vous prenez un CGP aujourd'hui, il a besoin d'un outil pour suivre la location, d'un outil pour souscrire, d'un outil pour suivre la conformité, d'un outil pour passer les ordres, extrêmement morcelé. Et je pense qu'il y a un travail énorme à faire pour consolider tout ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut centraliser, c'est un terme que j'aime pas trop, mais il faut consolider tout ça pour ramener de la simplicité et donc, pour finir, c'est le mot de la fin, ramener de la confiance dans ses parcours et ses process. Voilà. C'est un peu ce que tu évoquais, on y reviendra tout à l'heure, peut-être ce qu'a fait en avance de phase plutôt le marché américain. Donc on comprend bien que finalement on a un enjeu autour
parce que c'est un peu ça, adopter une vision holistique, c'est aussi démorceler, pour le coup, alors centraliser peut-être pas, mais mettre en place la couche de lean management nécessaire pour que justement on ait moins de répétition de tâches qui soient trop silotées et avoir quelque chose qui fasse office d'un continuum dans un marché qui est lui-même structurellement morcelé, puisque, comme on l'a évoqué, le marché de l'asset management en France, c'est plus de 700 sociétés de gestion, 50 qui se construisent par an, 50 qui disparaissent par an. Donc ça donne quelque chose quand même en termes de densité, je dirais. Et donc finalement, voilà, comment cette technologie, elle peut favoriser le continuum. Tu l'as un peu teasé, c'est-à-dire il y a des fonds qui sont tokenisés dans d'autres marchés. On a mis en place des outils qui sont là pour favoriser la confiance. On le sait, les marchés financiers, au départ, c'est quand même fiducia, l'histoire. Fiducia, ça veut dire confiance. Donc on revient un peu à la base, comme souvent d'ailleurs, une fois qu'on a fait l'ensemble du tour de la chaîne de l'innovation. Et donc justement sur ce point-là, comment on fait pour générer, parce qu'au-delà du fait que ça va générer plus de valeur ajoutée pour l'asset manager, ça on l'a bien compris, et c'est le but, parce que de toute façon, si on a des producteurs qui gagnent plus leur vie à produire, ils le feront juste plus. Donc par définition, ça commence par là. Maintenant, il y a un enjeu aussi évidemment pour délivrer plus de valeur et aux intermédiaires dont tu parlais jusque-là, dans le cadre de la risque quand même, mais et surtout à destination du client final, donc finalement pour servir tous les maillons de cette chaîne qui, encore une fois, ont tous leur importance. Et voilà, ce qu'on voulait voir, c'est comment cette technologie, ou quelle forme de technologie ou de use case on peut simplement mettre en place, parce que là c'est pareil, des use cases autour de l'IA, il y en a, je pense, des milliers aujourd'hui dans toutes les banques et les compagnies d'assurance. Moi, j'en ai pas vu un sortir de manière claire et propre jusque-là, mais il y a beaucoup d'initiatives. Du coup, la question, c'est comment on fait aussi peut-être pour changer de paradigme, et c'était une des discussions qu'on avait, vous l'aviez tous les trois, Yves, Véronique et Zacharia, comment on fait pour changer de logique aussi sur les partenaires tech, pour que eux s'allient en fait entre eux et proposent justement des chaînes de valeur qui soient holistiques, parce que aussi bonnes soient-elles, vos propositions de valeur ne peuvent pas tout couvrir par définition. Et donc, comment on crée les bonnes alliances au service de vos clients qui, pour le coup, sont parfois communs. Quel est, de votre côté, par exemple, alors sans dévoiler le secret industriel non plus, mais les prémices d'un projet commun, qu'est-ce que ça pourrait être entre tous les trois, par exemple ? Mais bon, il est clair qu'ici, on parle d'industrialisation, et d'industrialisation forte. Mais si on prend tout le processus, en nous prenant tous les trois, vous avez la chaîne complète. C'est pas plus compliqué que ça. Donc le fait est que on doit faire parler nos outils ensemble de manière automatisée, et on doit aller toucher tous les processus qui aujourd'hui ne le sont pas encore. Et ça commence de notre côté, en tout cas, ça commence à la fabrication d'un prospectus. Ça continue avec les différentes autorisations et tout ce chemin à parcourir avec les autorités, à la fois les autorités locales et les autorités des pays dans lesquels on distribue. C'est toutes les problématiques de dissémination, de publication, de facilité, de sécurité financière, non pas de l'investisseur, mais des contreparties. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais l'AMF s'est empressé de faire un certain nombre émis des sanctions, et chaque fois dans les 2-3 dernières sanctions que j'ai vues, le volet lab est repris, et pas uniquement sur la partie investisseur. Donc ça, c'est tout ce volet-là. Globalement, on doit assurer une mutualisation. L'industrie est sous pression, Véronique l'a dit, on doit assurer une mutualisation d'écoute, et on doit fournir un service qui est capable de s'intégrer avec des partenaires, parce qu'il n'y a personne qui aujourd'hui est capable, et je ne pense pas que ce sera le cas demain, il n'y a personne qui est capable de couvrir toute la chaîne, depuis l'idée jusque les transactions qui sont settlées. Voilà, c'est ça le principe, je pense. Exact, je crois qu'on partage, Véronique, peut-être. Oui, alors, moi, je suis complètement d'accord. Je vais aller plus loin. Je pense que la façon de travailler, et ça demande d'avoir un peu de parcours dans l'industrie, et je pense que tu comprends ô combien ça, c'est de comprendre vraiment toute la chaîne de valeur et la découper. On ne peut pas travailler à la digitalisation, à l'optimisation, sans maîtriser la chaîne. Et maîtriser la chaîne, moi je parle gros mots, c'est-à-dire la tuyauterie, voilà. Et à partir du moment où on a découpé la chaîne, on sait tous que c'est comme pour tout dans la vie, on ne peut pas tout faire très bien, papa, maman. Et donc, il faut savoir se positionner, chacun comme on est, nos sociétés, chacun, les asset managers, les distributeurs, nous, les fournisseurs de ces gens-là, et savoir là où on est très bon, en avantage comparatif, et s'allier à des gens qui le sont sur d'autres
autre segment. Nous, c'est exactement, et on se connaît depuis longtemps tous, et on a grand plaisir à travailler ensemble. Et même, tu vois, nous, on aborde, par exemple, on offre, tu vois, pour les assureurs, d'accord, pour la distribution de leur UC, on offre des portefeuilles modèles qui permettent de faire des simulations de portefeuilles, de les partager avec tout leur réseau en fait de distribution, avec leurs banquiers privés, avec les CGP, de faire des propositions, de faire des comparaisons, et on va jusqu'au dernier kilomètre, d'accord, pour une fois que la proposition est faite par le client, de pouvoir en fait envoyer l'ordre. D'accord, ça c'est vraiment le one-stop shop, parce que ça, je rebondis sur ce que tu disais, on va jusqu'au bout, c'est-à-dire on permet, une fois que tout est validé, d'appuyer sur le bouton et l'ordre part chez les teneurs de compte. Donc c'est la vision hyper holistique digitale dans le 360. Il n'empêche que cette vision holistique complète dans un même environnement est donc super digitale et super efficiente. Il y a besoin d'autres besoins complémentaires, d'accord? Et les fonds, les asset managers qui travaillent avec ces assureurs ont besoin de passeporter leurs fonds, ont besoin de data. Et donc, il est super important, je pense, quand on est je dis fournisseurs, parce que c'est vrai, d'abord, pour ceux qui maîtrisent le fichier DORA, AMF des fournisseurs, donc vous l'appelez comme ça, hein, c'est un fichier fournisseur, mais on est des partenaires. Et quand on est un partenaire, je pense qu'on se doit, c'est comme ton métier, quand tu conseilles, tu te dois d'accompagner tes clients et tu te dois de comprendre sa problématique, et tu te dois d'être aussi de bon avis pour travailler avec des gens qui savent ce qu'ils font et qui apportent de la valeur à ton client, quoi qu'il arrive. Et donc, de travailler avec des gens, comme des gens qui sont autour sur le panel, et de faire, en fait, le bon combo, en fait, de propositions. Et nous, comme on est une banque, donc on est solide, enfin, je veux dire, on a de la surface financière, en plus, on est hyper contrôlé, hyper sécurisé. On a les moyens aussi de faire des bons partenariats pour accueillir des gens où c'est des plus petites sociétés, donc c'est peut-être plus entrepreneurial, plus difficile, pour pouvoir travailler en fait avec tous ces acteurs de la distribution et de façon très efficiente. Donc on devrait pouvoir assister enfin à l'avènement du best-of-breed partenarial VS le monolithe qui a longtemps prévalu dans notre industrie. Alors peut-être que ça ne ravit pas tous les éditeurs de logiciels de la place, mais les éditeurs de logiciels d'aujourd'hui, on voit bien, cela dit, nous on le voit aussi dans le monde du conseil, qu'ils ont eux-mêmes permuté en fait, parce qu'eux aussi ils prennent ce virage-là et par définition ils mettent en place des stratégies partenariales avec des logiques de concurrence beaucoup moins frontales que précédemment, parce que simplement les chaînes se complexifient tout simplement. Donc je pense que ça, on le voit partout, et on a des acteurs autour de cette table qui l'ont bien compris. Donc d'où la richesse de la discussion à amont et à aval. Merci pour ça d'ailleurs. Alors sur le continuum d'activité, Jean-Baptiste, tu nous en parlais aussi. Alors toi, c'est encore autre chose. Finalement, ce que tu proposes, c'est un service de transparisation des offres au service d'une allocation qui est proposée là aussi par les professionnels de la gestion de patrimoine. Donc toi aussi, tu es plutôt dans un business B2B. Alors, évidemment, encore une fois, au profit à un moment d'un client final, mais pour autant dans un positionnement B2B. Et toi aussi, tu utilises du coup la technologie et les renforts de la technologie, plutôt actuelle que celle d'hier d'ailleurs, pour fournir enfin cette transparisation de la location. Tu l'évoquais, Véronique, à l'instant, les fameuses grilles portefeuille modèle ou gestion pilotée. Pour ceux qui ont déjà eu affaire à ça, c'est quand même souvent une forme de black box quand même, plus ou moins maîtrisée par le concepteur et ou le distributeur, ou pas trop, ni par l'un ni par l'autre. Et donc, du coup, toi, de ton côté, voilà, qu'est-ce que concrètement vous avez mis en place pour pouvoir capter ce marché qui, encore une fois, a longtemps été très compliqué à véritablement pénétrer avec des datas de qualité? La question est longue. Et je vais essayer de répondre simplement. L'objectif, on en parlait, c'est la simplification. Je vais juste rebondir sur ce que tu as dit juste avant et sur ce que disait Véronique. Pour la partie gestion pilotée à allocation, c'est quelque chose qu'on connaît très bien chez Fundscreener, parce que j'étais multigérant et responsable de cette partie-là pendant plus de 12 ans. C'est nous qui avons relancé la partie gestion pilotée auprès des conseillers en gestion de patrimoine au début des années 2010. Donc c'est un sujet qu'on connaît très bien. Et le problème, c'était justement la complexification et l'augmentation des contraintes réglementaires qui ont fait qu'on a eu l'idée de monter cette société pour faire en sorte que la vie des conseillers, des sélectionneurs de fonds de manière générale, tous ceux qui sont amenés à sélectionner des fonds, donc les conseillers en gestion de patrimoine, les banquiers privés, les institutionnels, les family office, puissent avoir un outil simple
et facile d'utilisation à leur disposition et leur permettre de gagner du temps et de simplifier justement l'accès à la donnée. Et donc, on se rejoint avec ce que tous les autres ont dit. Et Yves, tu disais tout à l'heure, on parle d'ETF. Aujourd'hui, il y a plus d'ETF dans le monde que de sociétés cotées. Donc, bien que ce soit compliqué de générer de l'alpha sur la gestion active sur les dernières années, quand on va sélectionner un ETF, il faut quand même savoir lequel choisir et comment le choisir. Et donc, sur la plateforme, on recense la totalité de toutes les datas de tous les fonds d'investissement actifs, passifs, les ETF également. Et tout est normé de la même manière, de façon à ce que quand vous allez sur la plateforme, vous y retrouvez immédiatement, vous savez exactement où sont les données que vous allez chercher. Vous n'avez pas besoin d'aller sur un site internet ou sur 15 sites internet pour récupérer 15 documents différents sur tous les sites. Tout est à l'intérieur de la plateforme et vous pouvez la récupérer. Toutes les données que vous pouvez avoir sur la plateforme, vous pouvez les récupérer, les documents, en un clic. Donc je vous invite à aller voir dessus. Et pour répondre à quelque chose de concret sur ce qu'on peut faire sur la plateforme, et on parlera peut-être un peu d'intelligence artificielle par la suite. Tu parlais Yves de Madame Michu tout à l'heure, que tout le monde connaît dans la salle. Eh bien, Madame Michu, qui va voir son conseiller bancaire ou son conseiller en gestion de patrimoine, elle arrive avec un contrat d'une autre banque chez son conseiller. Elle lui dit regardez mon contrat d'assurance vie, qu'est-ce que je peux faire avec, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur, est-ce que vous pouvez m'aider? Avec notre application, le conseiller il sort son téléphone, il prend en photo le contrat de Madame Michu, et en moins d'1 minute, il a la totalité du portefeuille de Madame Michu qui est retransparisé sur son écran, avec la totalité du track record des performances, des risques, la transparisation de l'allocation par géographie, par secteur, et en plus, pas un conseil, mais un état global du portefeuille de Madame Michu sur la performance, les risques, les frais, qui va venir aider le conseiller pour conseiller Madame Michu. Parce que la valeur ajoutée du conseiller, c'est pas de faire des calculs et de transpariser le portefeuille, c'est de pouvoir avoir l'information et en fonction de ça, dire à Madame Michu, voilà, ça correspond à votre profil de risque d'investisseur, ça correspond à ce que vous voulez avoir ou non dans votre portefeuille, et c'est ça qu'on vient amener grâce notamment à l'intelligence artificielle, pour donner un exemple concret, sur la plateforme. Oui, c'est ce que tu disais finalement, la digitalisation, c'est plus une question, maintenant c'est une question de survie simplement. Et tu disais aussi, alors comme souvent, mais pour le coup, enfin, vous en êtes un parfait exemple, ça ne tue pas le conseil, ça l'augmente parce que ça permet au conseiller de faire autre chose que des calculs quantiques que par ailleurs il ne faisait pas ou mal, et de véritablement s'intéresser à la situation de son client particulier, de mettre en résonance après une matière qui est, comme on le disait tout à l'heure, pas la sienne, mais de la même manière que le passeporting de fonds, c'est pas ton sujet, que de la même manière on a tous des sujets qui sont différents, et là finalement ça permet d'allier des savoir-faire de manière globale, là encore avec une vision 360 au service, là pour le coup, du client final très directement. Oui, les conseillers ne vont pas être remplacés par les machines, il faut absolument qu'ils s'en servent pour augmenter leur valeur ajoutée. Voilà. Alors justement, on a dit qu'on allait parler d'IA. Alors là, je me tourne vers la bonne personne, je crois. Enfin, on y reviendra aussi avec toi, Jean-Baptiste. Donc, sur Unique AI, donc, qui est une société suisse, pour le coup, d'ailleurs, tu es le seul à pas être... Enfin non, c'est pas vrai, parce que Maken, c'est pareil, vous n'êtes pas franco-français non plus. Hein. Mais si, je croyais que vous étiez aussi en Belgique, pardon. Mais du coup, côté suisse, mais tu nous rapporteras aussi peut-être quelques use cases en France, si jamais, ou ceux que tu projettes. Donc vous avez développé quelque chose qui déploie des agents IA au service de vos clients sur une verticale, on en discutait tout à l'heure, 100% service financier, parce que comme moi, tu crois qu'on ne peut pas tout faire bien et que c'est pas la même chose d'équiper l'industrie automobile que d'équiper l'industrie financière, à moins de tout savoir faire. Mais là, on est plutôt souvent Google ou Amazon que sans no offense, mais chacun ses moyens. Donc vous, sur la verticale du coup service financier, quels sont aujourd'hui les use cases principaux qui font écho à ce qu'on vient de se raconter là, au service du coup de la distribution de fonds par exemple, et quels sont ceux sur lesquels quelque part vos clients ou vos prospects, peu importe, sont le plus prêts à investir aujourd'hui, au-delà et on en reparlera aussi,
du travail d'acculturation qu'il y a à faire, parce que comme on le disait, services financiers, on l'a répété, c'est quand même un marché qui est très régulé, et in fine, il y a quand même une forme de frilosité aujourd'hui, hein, et qui en plus est là aussi encadrée par le régulateur. Alors, il faut le faire, mais après, est-ce qu'on le fait de la manière la plus proportionnée, on y reviendra. Mais donc du coup, aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'ils sont véritablement prêts à investir? Qu'est-ce que tu vois popper le plus? Absolument. Alors, je pense qu'il faut déjà dire que l'IA, ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a eu de la statistique, il y a eu du machine learning. Et tout ça, c'était bien pour des données qui étaient des nombres. Et puis après, il y a ChatGPT qui est arrivé et puis qui a dit, en fait, on peut travailler sur du texte et on peut générer du texte. Et ça, c'est le paradigme qui change et qui fait que on peut commencer à travailler sur peut-être des processus métiers qui étaient jusque-là non automatisables ou partiellement non automatisables. Et c'est ce que en fait une plateforme d'intelligence artificielle générative et agentique peut amener et peut commencer à aider à transformer en fait les processus. Peut-être les premières choses, c'est aider à l'intérieur du processus, mais dans une deuxième étape, c'est aussi repenser les processus et pas seulement inclure l'IA dans le processus. Et des cas d'usage, on en voit dans tous les... sur toute la chaîne de valeur, en fait, que ce soit de l'asset management ou de l'asset management. Mais par exemple, si je commence avec le front, donc on le voit dans la gestion du gestionnaire avec son client, parce qu'à la fin, il peut avoir accès facilement à la donnée, il peut de son client, il peut donc se préparer à retrouver son client et quels sont les intérêts plus forts de son client, mais il peut aussi avoir accès à plus de données sur une plateforme, des données internes et externes, que ce soit des données de research interne ou bien des données achetées. Et l'agent peut aider à consolider en fait une vision claire sur pourquoi investir sur un fonds ou pourquoi investir sur un autre fonds. Ça, c'est un cas. L'autre exemple très concret où on pense qu'en fait, il peut y avoir une révolution du processus, c'est sur l'onboarding et le KYC. Aujourd'hui, c'est des processus qui sont très longs et très compliqués et avec beaucoup de workflow, hein, alors que l'IA peut vraiment amener en fait peut amener d'élaborer la donnée de façon très rapide et donc de faciliter pour le gestionnaire son travail, que ce soit pour onboarder un client ou que ce soit pour onboarder en fait une société d'investissement. Et dans le mode de setup, tu disais soit en fait on utilise notre propre plateforme, soit on déploie sur la plateforme du client. Et souvent, ce qu'on fait, c'est du codev, parce que comme ça, on rentre dans leur use case et en fait, on n'arrive pas avec une espèce d'idée un peu préconçue en disant voilà, on a un channel et on y va comme ça. Mais vous faites du co-développement. Alors pour travailler un peu dans cette industrie depuis un moment, les logiques de co-développement en banque et en assurance, c'est quand même quelque chose, quoi. Donc ça m'intéresse de savoir comment vous avez craqué ce truc-là, parce que mettre autour de la table les bons acteurs, y compris le CTO, dans une logique de co-développement avec une start-up, bon, bravo. Hein. Mais donc, si tu peux nous donner des conseils, parce que vraiment, on est preneurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a personne qui a une solution. Il y a des horizontaux, donc Microsoft ou AWS qui arrivent avec une grande toolbox, mais après, vous devez reconstruire toute la solution, l'aspect technologique, et c'est là où la complexité du projet d'intelligence artificielle se matérialise, parce qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Les modèles, ils changent continuellement. Il y a une nouvelle version de Claude, de OpenAI, de Perplexity et d'autres, toutes les 2 semaines, et donc ça devient extrêmement compliqué. Reconstruire, compliqué. S'appuyer sur une plateforme qui est déjà existante et donc se focaliser sur le business, c'est-à-dire se focaliser sur je construis un agent business qui va transformer une partie de mon processus, c'est déjà, je pense, un bon conseil. Et pourquoi le co-développement? C'est parce qu'à la fin, le marché est en exploration. Le marché, il voit, il n'y a personne qui a une solution préfabriquée qui existe. Et donc, le co-développement, c'est une manière d'arriver pour transformer peu à peu les processus métiers.
Oui, moi, je suis assez persuadée. Hein, mais je vois que vous arrivez à persuader les autres, donc c'est tout l'intérêt. Et ça nous servira derrière d'acculturation globale pour le marché. Donc, merci pour cet investissement au sens collectif du terme. Alors, de ton côté, Jean-Baptiste, tu évoquais justement tout à l'heure, enfin, tu évoquais en amont de cette table ronde le contexte qui est posé par l'IA Act. Alors nous, voilà, on a eu la chance d'explorer un peu ça, et d'ailleurs avec Finance Innovation, parce que c'est nous qui avons mené le groupe de travail sur le sujet, avec tout un tas d'acteurs évidemment. Donc on a un peu rentré dans le texte, et tu disais en fait aujourd'hui, voilà, ça crée quand même, au-delà de porter un jugement de valeur sur la nature du texte bien sûr, mais ça crée en tout cas un décalage concurrentiel avec le marché des États-Unis dont on parlait tout à l'heure. Au regard de la tokenisation, dont on peut parler au regard de la gestion passive, dont on peut parler au regard de la market data. Enfin, finalement, on peut en parler souvent du marché US. Donc, du coup, si on se rajoute une petite couche là d'IA Act, c'est quoi ta conviction sur le sujet? Qu'est-ce que tu vois comme, ils ont fait un petit saut, comme risque, opportunité sur la question? Pour faire simple, peut-être que je vais vous raconter une anecdote. Donc en Europe, il y a le European AI Act qu'il faut suivre, qui a commencé à être mis en place et qui doit être mis en place à partir de l'année prochaine sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les différents métiers. Et en gros, pour que vous compreniez, il y a, quand on utilise de l'intelligence artificielle à l'intérieur d'un logiciel métier, il y a deux possibilités. Soit vous êtes dans la partie critique, soit vous êtes dans la partie non critique. Voilà. Si vous êtes dans la partie critique, il faut montrer patte blanche et la régulation est intense. Si vous êtes dans la partie non critique, c'est un peu plus soft, il faut faire attention quand même. Mais donc, avant de commencer à utiliser de l'intelligence artificielle, je rappelle que ChatGPT, ça a 3 ans, on a mis en place une régulation. Et donc, ça implique une lenteur de la mise en place de solutions par rapport à ce qu'on peut trouver aux États-Unis. J'étais aux États-Unis il y a 10 jours. Je discutais avec la Head of Sales de OpenAI qui racontait que c'était le boss de l'intelligence artificielle chez Morgan Stanley qui leur avait donné l'idée d'utiliser le ChatGPT qui n'existait pas encore, le LLM, pour résumer des due diligence, ce que font la plupart des gens aujourd'hui avec ChatGPT, ça le fait à peu près bien. Et alors, l'anecdote, c'est que la semaine dernière, je rencontre justement le responsable de l'intelligence artificielle de Morgan Stanley qui était en passage à Paris. Je lui raconte ce que m'a raconté la Head of Sales de OpenAI la semaine d'avant, et il me dit « Ah oui, exactement, c'est moi qui les ai aidés à avoir l'idée de lancer ChatGPT. Parce que Sam Altman, j'étais avec Sam en short, on savait pas trop... il savait pas trop quoi faire avec son truc, et donc on s'est dit ah ouais, ça peut résumer les due diligence, on peut s'amuser à faire des trucs comme ça. Ça c'est pour l'anecdote. Et pour finir là-dessus, donc je lui dis mais comment vous faites chez Morgan Stanley avec le European AI Act? Et il m'a dit on a une batterie d'avocats, de lawyers qui travaillent là-dessus pour faire en sorte de montrer patte blanche pour pouvoir utiliser nos serveurs en Europe avec de l'intelligence artificielle onboardée à l'intérieur. Et il m'a dit, mais en Europe, mais vous n'allez jamais y arriver, ça va être compliqué. Déjà aux US, par rapport aux US, on a énormément de retard. Et il m'a dit, à la fin, c'est la Chine qui va gagner. Voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne touche de finir là-dessus. Je ne sais pas ce que tu visais. Attends, tu veux dire un truc? Non, mais en même temps, Jean-Baptiste, c'était pas révolutionnaire non plus comme conclusion. Finalement, c'est quand même quelque chose qui arrive dans beaucoup d'industries. Donc, voilà, c'est pas grave, on peut le dire. Mais Véronique, tu veux nous dire quelque chose de plus positif? Est-ce qu'on peut remonter le moral? Non. Alors moi, je suis une super fan de l'IA, de l'usage, de ce qu'on peut en faire, parce qu'on est dans l'usage. Il est vrai qu'en Europe, on n'a pas les mêmes possibilités, les mêmes libertés qu'aux US, mais on doit vivre avec son paradigme. On doit vivre dans sa société. Je vous signale qu'on n'a pas du tout la même réglementation qu'aux US. Et pour ce qui est de l'asset management, ça ne travaille pas du tout dans les mêmes objectifs qu'un asset manager, non pas français mais européen, parce que la régulation ne contraint pas de la même façon, et du coup, le processus d'investissement n'a rien à voir entre les US et la France. Donc déjà,
Ok, on est européen, on est français, donc on doit faire avec ce qu'on a. Et c'est pas pour ça qu'on doit non plus trop se limiter. On a des usages d'IA. Après, moi, pour aller sur une note hyper concrète, je pense que il faut aller, on n'a pas abordé le sujet, mais de l'économique. Aujourd'hui, si on a toute cette pression, s'il y a une accélération de la digitalisation, encore une fois, il y a la partie business, mais il y a la partie économique des sociétés, le cost income, le coefficient d'exploitation. Et il faut aussi qu'on soit, et que la digitalisation, l'IA, tous les moyens, tout ça, ce n'est qu'un moyen pour arriver au résultat de la façon la plus efficiente, avec de la transparence, de la sécurité et aussi au service des investisseurs finaux. Et à un moment, les projets, tous les lancements de ces projets, ça prend du temps. Aujourd'hui, je suis convaincue, et je parle là en mon nom parce que c'est une longue observation, que la grande différence qu'on a entre aujourd'hui et il y a encore pas si longtemps, c'est-à-dire 3 ans, c'est le manque de temps. Tout va super rapide. Le temps qu'une boîte lance un projet en interne de je sais pas quoi, nanana, boum, il y a un Américain, une fintech, un mec génial qui hop, il a pris le marché, il est parti avec le truc et là vous êtes là, mais non, mais moi j'avais on était lancé dans bon et il n'y a plus le temps. Ok, on a mis un peu de temps, on a mis trop de temps pour se lancer justement dans des opérations un peu globales, surtout dans les grosses sociétés, mais aussi dans les tiers 2. Et aujourd'hui, il faut aussi un peu penser à tout ce qu'il y a sur étagère. Donc, ce qu'on appelle les études make or buy. Et il y a des solutions. Il y a des solutions. Pour parler des KYC, nous, on fait les due diligence pour les distributeurs, pour les fonds, on est une machine à faire des due diligence. Je veux dire, et c'est bien quand les utilisateurs veulent se lancer, eux, dans des développements. Il y a la possibilité d'acheter. En fait, il faut penser, il faut bien comprendre son entreprise, qui on est, son segment, ses clients, et faire des arbitrages à chaque fois de make or buy. On peut se lancer dans des projets. Il ne faut pas que ça soit une usine à gaz et il faut les lancer avec les bons acteurs pour que ça délivre vraiment, d'accord ? Et vraiment, c'est-à-dire un truc qui serve à la fin. Hein. Bon, et tu sais de quoi je parle. Et aussi, il y a, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, l'économique compte et donc j'achète aussi sur étagère. Donc je pense qu'il n'y a pas de solution miracle et qu'il faut il faut s'appuyer sur des gens, peut-être des gens comme vous, faire confiance aussi à ses partenaires pour réfléchir ensemble assez rapidement quand même à quel est le bon combo. Et ce n'est pas juste one way. Voilà. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à disposition. Et il faut avoir un moment le courage de se lancer aussi. Voilà. Oui, c'est juste. Et ce sera d'ailleurs le mot de la fin. Mais je rejoins tout à fait. Hein. Je trouve nous, c'est ce qu'on dit souvent à nos clients. Il n'y a pas un monolithe, il n'y a pas une doctrine. La martingale n'existe pas, en fait. Il faut proportionner l'effort à ce que vous en attendez déjà. Le timer et surtout agréger des compétences parce que vous ne ferez pas les choses seules et personne ne les fera seul. Merci beaucoup à tous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Vous avez vu qu'on est sans tabou, hein, donc vous pouvez y aller. Hein. Non, d'accord, bon, très bien. Oui, c'est ça, c'est le moment de l'appel au cocktail, je crois. Merci à tous.